On a une manifestation à Ottawa. Le gouvernement dit je veux couper les comptes bancaires de ceux qui sont là. Ben, c'était compliqué pour eux. Ça leur prenait les noms, il fallait qu'ils passent par un juge qui demande ça aux banques. Ça a été lourd, c'était compliqué. Là, ils pourraient très bien dire ben, toutes les identifications numériques que j'ai dans ce secteur-là, ben, je les désactive. Ça veut dire que d'un coup, leur téléphone ne marche plus, leur compte est fermé, ils n'ont plus accès à leur téléphone, etc., etc. Donc ça donne un pouvoir exorbitant à un gouvernement d'avoir l'accès à toute cette information. Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, j'aborde un sujet crucial, l'identité numérique et faciale. En ce moment, au Québec, nous vivons une crise similaire à celle des passeports que vous avez peut-être observée. Mais cette fois-ci, c'est dû à une toute autre raison. La gigantesque attente l'été dernier que les Canadiens ont dû faire face afin d'obtenir leur passeport était majoritairement due à un manque énorme d'employés et une mauvaise gestion de la ministre Karina Gould. Aujourd'hui, le problème est tout autre. Dans le but de déployer un nouveau volet transactionnel, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, a interrompu plusieurs services dans l'ensemble du Québec entre le 16 décembre et le 3 janvier dernier. Maintenant, afin d'accéder au site Internet de la SAAQ, il faut d'abord créer son compte sur le service d'authentification gouvernementale, que le gouvernement veut implémenter progressivement dans les prochaines années pour permettre aux usagers d'interagir avec tous les ministères au même endroit de manière sécuritaire. Pour s'inscrire, il faut avoir en main un numéro d'assurance sociale, un numéro d'assurance maladie, un numéro de référence de permis de conduire et un numéro d'avis de cotisation de Revenu Québec datant de 2 ans ou moins. Mais il s'agit ici de l'identité numérique qui vient de débuter. Et je vous explique. Mais avant, n'oubliez pas de signer notre pétition contre cette nouvelle identification à stopdigitalid.com. Je vous rappelle que le gouvernement du Québec ainsi que celui du Canada, désirent mettre en place cette nouvelle technologie. En février dernier, les premiers ministres des provinces et territoires ont, pour la majorité, officiellement accepté l'offre du gouvernement fédéral pour le financement supplémentaire des soins de santé en échange de partager leur base de données provinciale en santé avec le fédéral. Afin d'obtenir de l'argent supplémentaire, et ce durant plusieurs années, les provinces et territoires doivent obligatoirement accepter ces conditions. D'un autre côté, les premiers ministres Scott Moe de la Saskatchewan et Danielle Smith de l'Alberta ont fait la promesse de lutter contre l'identification numérique. Ces derniers ont averti de façon inquiétante que l'accord sur la santé pourrait mener à la création d'une identification numérique pour chaque Canadien. Et ils ont promis qu'ils ne partageront aucun des renseignements personnels sur la santé de leurs citoyens avec le gouvernement fédéral. Est-ce que l'identité numérique serait plus proche qu'on pense? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons en discuter avec Philippe Meloni, conseiller stratégique en technologie de l'information. Je suis conseiller stratégique en technologie de l'information. Donc j'aide essentiellement des PME à travailler, à utiliser leur technologie dans leur stratégie. J'explique aux gens d'affaires les enjeux technologiques et aux gens de technologie les enjeux d'affaires. D'un autre côté, j'ai une deuxième casquette qui est plus avec de la grosse entreprise. Je travaille entre autres avec Revenu Québec. C'est InnoDirect, qui est une plateforme web pour aller chercher l'intelligence collective dans les entreprises. Il y a plusieurs problèmes qui sont là ensemble. Première chose, on a la très mauvaise gestion des gouvernements à gérer les projets informatiques. Tous les projets informatiques, on multiplie par 5, par 10, par 15. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compétences réelles et qu'on ne fait pas correctement le travail. Et ça fait partie des techniques qu'emploient beaucoup les grosses compagnies d'informatique pour faire beaucoup d'argent. On arrive avec un projet pour le client, on lui dit que tout va bien marcher, que c'est merveilleux, et on regarde dans son projet ce qui ne fonctionne pas, on le signale sans trop insister, et puis on continue à travailler. Et puis effectivement, à un moment donné, ça coince. Ça coince parce qu'effectivement, le produit n'est pas exactement fait pour faire les choses comme on voulait, etc. Et là, quand on est sous les yeux des projecteurs, d'un coup, les budgets, il n'y a plus de limite. Et donc là, d'un coup, tout le monde a des budgets, on rajoute du monde tant qu'on veut, on rentre du personnel, et là, le compteur tourne. On dit, bah là, faut absolument que ça marche là, maintenant, tout de suite, on va faire les coins ronds. Et comment on fait les coins ronds? Qu'est-ce qui se passe? C'est que
Dans pas longtemps, quand on va vouloir faire une mise à jour, on dira « Mais oui, mais tu te rappelles, tu m'as demandé de faire vite, alors comme je t'avais prévenu, on coupe les coins ronds, mais là on peut plus faire les mises à jour, donc on recommence à zéro pour la prochaine mise à jour. » Et on repart avec une grosse quantité de consultants, etc. Et tout le monde fait bien sa vie. Donc ça, c'est un problème récurrent qu'on va retrouver dans certaines entreprises. Quand ce sont des entreprises qui font pour la première fois installer un ERP, par exemple, ils ont pas de compétences en interne et ils font confiance à l'entreprise qui se retrouve en conflit d'intérêts. Mais dans les gouvernements, c'est carrément récurrent. Ils ont choisi un produit très peu utilisé, de ce que j'ai compris, qui est allemand, pour toute la gestion des permis de conduire, des plaques d'immatriculation, des choses comme ça. Et à ça, ils ont voulu rajouter l'identification numérique du gouvernement, tout en même temps. Essayer de demander dans une entreprise privée, de dire à un patron, écoute, on va installer un nouveau système, mais va falloir que tu arrêtes tout ça pendant 1 mois. Toujours, ils l'ont demandé, ça a été accepté. Déjà, c'est une folie. Là, c'est pas moi qui a fait, c'est Michel Blanc qui avait fait des recherches pour linker, parce que donc on a plusieurs produits, donc il faut créer des liens entre tous ces différents produits, qui s'appelle SIPO 3, si mes souvenirs sont bons. Toute la documentation qui est en ligne, c'est en allemand. Parce que ça a été fait, a priori, qu'en Allemagne quelquefois. Donc, on n'a aucune ressource locale, on ne peut faire confiance qu'à son fournisseur. Et là, on veut connecter avec quelque chose du gouvernement qui a mis en place son identification numérique et qui l'a a priori pas testé. On a en plus bloqué les choses pendant 1 mois. Donc si vous bloquez pendant 1 mois et qu'il y a un besoin, je veux dire, les gens ont besoin de leur permis, ils ont besoin de plaque d'immatriculation, ils ont besoin de plein de choses. Le travail s'accumule. Donc quand vous ouvrez les portes après 1 mois, pensez bien que ça monte en pression. Et normalement, quand on fait un test pour des choses aussi graves que ça, surtout quand on a la chance de s'arrêter à 1 mois, que j'ai jamais vu normalement, on monte un environnement qu'on appelle virtuel, dans lequel on va simuler le nombre de gens qui se connectent. Puis là, on s'attend qu'il y ait beaucoup plus de monde. Donc là, on va multiplier ça par 10 ou par 20. Et puis, on regarde comment le système marche. Est-ce que la mémoire supporte? Est-ce que les processeurs tiennent le coup? Comment ça se passe? Est-ce que les temps de réponse sont raisonnables? A priori, ça n'a pas été fait pendant ce mois-là. Puis au moment où ils démarrent, ils s'en sont rendus compte. Donc là, c'est la panique et on met tout ça en place. En réalité, la chose qu'il faudrait faire dans ces cas-là, c'est simplement revenir en arrière. Pourquoi pensez-vous qu'ils utilisent le permis de conduire pour entrer graduellement l'identité numérique? Je sais que ça fait déjà plusieurs années qu'ils avaient la volonté de changer le système de la SAQ parce qu'il était totalement désuet depuis très longtemps, là. Et je dirais que c'est l'occasion. Et là, on a essayé de vendre, et j'ai regardé les publicités ces derniers temps quand ils parlaient d'identification numérique, qui moi me terrorise par définition, où on disait, vous aurez plus besoin d'avoir votre permis, par votre iris, ou par votre visage, ou par votre empreinte digitale, on va avoir toute l'information sur vous, ça va faciliter le travail. Donc, tout le discours pour dire, vous allez voir, l'identification numérique, c'est merveilleux, ça va vous simplifier la vie, ça sera tellement bien. Ils avaient l'obligation de le faire, puis en plus, c'était une occasion de commencer ça ici. Pourquoi aussi le Québec en premier, encore une fois? J'aurais tendance à dire que on a vu ça pendant toute la session de la Covid. Il y a beaucoup du principe des ballons d'essai. C'est-à-dire que on a vu ce qu'ils ont essayé en Australie, en Nouvelle-Zélande. On dirait qu'ils essayent toujours de tester des ballons d'essai, puis ils voient que ça passe. Puis si ça passe, ça se répand dans tous les pays très rapidement. Je pense que tous les pays ont leur ballon d'essai, et puis je pense que c'est plus des opportunités. Il y avait l'opportunité de le faire là, on le fait là. Mais j'écoute beaucoup en Europe actuellement. Ils sont en train de pousser le permis aussi en Europe, en disant que ça sera un permis numérique qu'on aura sur le cellulaire dans toute l'Europe. Puis ça sera plus facile de transférer ces choses. Cette identité numérique-là, le plan et tout, ça provient de où? Clairement, on va retrouver la description de tout ça dans le livre The Great Reset de Klaus Schwab. Et le graphique que j'ai vu beaucoup circuler ces derniers temps, mais quand le gouvernement du Canada a dit il a négocié avec les provinces pour augmenter les budgets en santé, il a accepté de les augmenter, pas autant que les provinces le voulaient, mais il a mis ça de manière conditionnelle à l'acceptation de l'identification numérique canadienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est globalement mis en place actuellement dans toute l'Europe, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, partout. Le document qu'on voit circuler quasiment systématiquement, c'est un document qu'on retrouve très facilement sur le site web du Forum mondial.
économique. Ce document-là est remis en permanence, on le revoit toujours, et il montre bien que c'est au centre de tout. Votre connexion sur les réseaux sociaux, votre accès à Internet, votre accès à la santé, au téléphone, payer vos impôts, votre permis de conduire, tout. Ça veut dire quand on a une identité qui est partagée par tout le monde, qui est gérée par le gouvernement. Jusque-là, c'est normal que le gouvernement sache qui on est, ça, j'ai pas de problème. Mais le problème, c'est que le privé utilise cette même clé d'identification unique. Et donc, ça veut dire que le gouvernement, en un clic de souris, est capable de désactiver tous les services qui seront liés à cette identification. Donc, si je fais un petit peu d'histoire pas très ancienne, on a une manifestation à Ottawa. Le gouvernement dit je veux couper les comptes bancaires de ceux qui sont là. Ben, c'était compliqué pour eux. Ça leur prenait les noms, il fallait qu'ils passent par un juge qui demande ça aux banques. Ça a été lourd, c'était compliqué. Là, ils pourraient très bien dire ben, toutes les identifications numériques que j'ai dans ce secteur-là, ben, je les désactive. Ça veut dire que d'un coup, leur téléphone ne marche plus, leur compte est fermé, ils n'ont plus accès à leur téléphone, etc., etc. Donc ça donne un pouvoir exorbitant à un gouvernement d'avoir l'accès à toute cette information. Et le deuxième problème que je vois qui est majeur, c'est quand on voit la compétence des gouvernements pour gérer des projets informatiques. Moi, je vois une cible dans le dos parce que un hacker qui réussirait à prendre le contrôle d'une identification numérique d'un pays, il arrête un pays. Ben, moi, je suis pas très rassuré que ceux qui sont actuellement en train de gérer simplement la mise en place d'un logiciel gèrent la connexion à tous les services dont j'ai besoin dans ma vie de tous les jours. Alors oui, je pense que c'est important qu'on arrête cette solution débile qui est le numéro de l'assurance sociale, et je propose des solutions techniques qui sont relativement faciles et abordables, mais surtout qui évitent d'avoir ce qu'en anglais on appelle un single point of failure, qui est vraiment il y a un point, tu casses là, tout brise. Et ça, c'est extrêmement dangereux. On évite toujours ça en informatique. Et il faut que ça puisse fonctionner en mode dégradé si ça passe pas. Alors que là, c'est un petit peu comme la clé de voûte. Quand on fait un bâtiment, c'est une pierre, mais si on enlève cette pierre, tout le bâtiment s'écroule. Ça serait quoi les dangers au niveau des fuites de données? Les liens peuvent se créer. Une fois que la machine est faite, une fois qu'on a une identité sur laquelle toutes les données sont attachées après, ça devient très très facile de les traiter. Autant pour des assurances que en ingénierie sociale, en donnant ça à manger à une intelligence artificielle. D'un coup, au même endroit, existera des liens qui seront ouverts ou pas, que ça sera bien fait ou pas, que ça sera hacké ou pas, mais on va avoir avec le même numéro, on va savoir qui je connais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je mange, combien j'ai sur mon compte en banque, qu'est-ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, tout. Donc, en fait, ça serait le fédéral en ce moment qui, non seulement a voulu introduire l'identité numérique, mais là, a comme amené une coercion aux provinces en échange d'argent pour le système de santé. C'est ça. Et il y en a déjà 2 provinces qui ont refusé. L'Alberta et la Saskatchewan ont refusé. C'est pas si noir et blanc que ça. Il y en a quand même des gens qui prennent conscience que c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'avoir un système qui est tout intégré. Pour l'instant, le gouvernement du Québec, il a l'air d'être très très proche des gens de Davos. Hein. Le super ministre Fitzgibbon revient de Davos. On a quand même beaucoup de gens qui sont des young leaders. Donc ce sont des gens qui croient en ce projet-là. Et moi, j'y crois pas. Mais actuellement, les gens au pouvoir, au niveau du Québec, clairement, Fitzgibbon revient rapidement avec les mêmes idées qu'on entend en France, qu'on entend en Allemagne, qu'on entend partout. Donc clairement, il y a un courant de pensée mondialiste qui est développé à travers le Forum mondial, auquel les principaux dirigeants de nos pays croient fermement. Mais qu'est-ce qui se passe avec la crise du système de la SAAQ, d'après vous? Pourquoi utiliser la SAAQ pour introduire l'identité numérique, vous pensez? Pourquoi le Québec en premier? Où est-ce que nous en sommes avec cette identité numérique? Va-t-on être obligé d'adhérer à cette identité? Comme vous pouvez le voir, l'identité numérique est plus proche que l'on pense.
si vous voulez riposter et prendre action aujourd'hui contre cette nouvelle forme d'identification, vous pouvez signer notre pétition à stopdigitalid.com. Signez-la et partagez-la et faites une différence.